Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Vous êtes économiste, essayiste, directeur du cabinet de conseil Asterès. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau. Deux points de vue, je le disais, semaine décisive qui s'annonce pour le Premier ministre. Il devrait annoncer son nouveau gouvernement. Ça fait 3 semaines qu'il est nommé, ça fait 3 semaines qu'il est en train de discuter. L'idée, c'est de bâtir des accords. Est-ce que ça a servi ces discussions et ces rencontres? Déjà, il a raison de prendre son temps, parce que la situation politique est tellement impossible que de toute façon... Il faut mieux prendre son temps. Il vaut mieux prendre son temps, mais fondamentalement, il est dans une situation impossible, de toute façon, puisque je me mets à sa place. Sébastien Lecornu, c'est quelqu'un de rationnel, qui veut le meilleur pour son pays. Donc, d'un côté, c'est quand même très compliqué pour lui d'accéder aux demandes de la gauche qui, sur le plan économique, sont parfois délirantes, au mieux mauvaises, au pire délirantes, au mieux mauvaises, des augmentations d'impôts, au pire délirantes, la taxe Zuckman. Quant aux demandes du Rassemblement national, elles sont quand même pas claires, notamment pour une raison de fond dont je m'étonne qu'on ne parle pas plus, pour être honnête. Laquelle ? C'est que vous avez 2 lignes à l'intérieur du Rassemblement national qui s'opposent frontalement. Vous avez la ligne Marine Le Pen. Sur le plan économique. Sur le plan économique, j'entends, la ligne Marine Le Pen et la ligne Jordan Bardella. Je voudrais quand même rappeler, ça a été peu noté, pardonnez-moi de citer des confrères, mais que sur LCI, il y a quelques jours, Marine Le Pen a dit, je la cite quasiment mot pour mot, que sur le plan économique, elle était moins éloignée d'Olivier Faure que de Bruno Retailleau. Ce n'est pas moi qui... Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, vous avez raison de le rappeler, alors que Jordan Bardella, lui, sur le plan économique, est plutôt libéral. Donc, mettez-vous à la place du Premier ministre, il est quand même dans une situation très compliquée. Mon idée, c'est qu'on aura un budget de toute façon pas bon, mais il faut bien en faire un. Voilà, donc il va falloir faire des concessions. Ces concessions, sans doute, ce sera malheureusement sous forme d'une augmentation d'impôts sur les très hauts revenus ou sur les très hauts patrimoines. Voilà, pour éviter que la gauche, enfin le Parti socialiste, parce que les insoumis vont censurer de toute façon, mais que le Parti socialiste le censure tout de suite. Oui, parce que là, les marges de manœuvre sont très étroites. Et il a fermé la porte aux socialistes, notamment avec cette interview donnée aux Parisiens vendredi et samedi dernier. Il a fermé la porte à notamment la taxe Zuckman et au retour de l'ISF. Heureusement, parce mais que... au grand étonnement quand même des socialistes. Oui, écoutez, ils s'étonnent qu'ils fassent un petit peu plus attention à ce qu'ils proposent. On pourrait d'ailleurs avoir des demandes des socialistes qui seraient, pour le coup, des demandes qui parfaitement peuvent s'entendre. Moi, je ne suis pas socialiste, mais enfin, il y a beaucoup de sujets sur les services publics, y compris même, pourquoi pas, on peut aller sur le terrain des aides aux entreprises, même si les chiffres qui ont été sortis dans la presse, les 210 milliards d'aides aux entreprises, tout ça n'est pas sérieux, mais en tout cas... Bon, il peut y avoir des sujets, si vous voulez, sur lesquels, en tant que socialiste, on peut être responsable et on peut aller. Mais, bon, la taxe Zuckman, j'y reviens pas, sauf si vous le souhaitez, mais c'est tellement délirant, absurde que... Voilà, des gens responsables ne devraient pas faire ce genre de propositions. Mais même le retour de l'ISF n'apportera de toute façon rien de bon à notre pays. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi... Le Premier ministre, soyons indulgents avec lui, parce qu'il est vraiment dans une situation... politiquement impossible et donc économiquement et financièrement extrêmement complexe. Alors néanmoins, le Premier ministre va rencontrer les socialistes en fin de semaine, vendredi. Il a raison, il faut bien leur parler. Il pourrait y avoir un retour justement de l'ISF. Effectivement, vous soulignez une grande demande des socialistes. Il a besoin quand même peut-être des socialistes pour faire passer ce budget. Bon, après... Le Premier ministre vient quand même de la droite, donc je pense qu'il essaiera de résister à cette demande de l'ISF. Tout ça n'est pas clair, parce qu'au fond, les socialistes demandent, et pas que les socialistes d'ailleurs, parce qu'une partie du socle commun maintenant, une partie du MoDem par exemple, demande aussi, je les cite, plus de justice fiscale. On va y venir, Honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par plus de justice fiscale, dans la mesure où on est le pays qui redistribue le plus de tous les pays de l'OCDE. Vous prenez tous les pays développés, il n'y en a pas un dans lequel les impôts et le système social soient plus redistributifs que la France. Donc, si c'est aller encore plus loin dans cette direction, je ne vois pas trop l'intérêt. Je me demande même, moi, j'ose même poser une question un peu provocante. Laquelle ? Je me demande même si notre système n'est pas trop redistributif, en réalité, pour tout un tas de raisons.
En tout cas, les socialistes et une partie du socle commun demandent plus de redistribution. Dans le pays le plus redistributif, je ne vois pas ce qu'ils vont nous trouver, si vous voulez. Donc j'ai peur qu'on fasse des bêtises et qu'on aille sur des sujets qui sont sympas du point de vue de l'opinion publique, la fiscalité des holdings, etc., mais pour lesquels il n'y a aucun contenu. Parce que vous voyez, ce qui me frappe, si vous m'autorisez, moi, c'est que quand même, dans le débat, ça fait 20 ans que je suis dans le débat public, je n'ai jamais entendu autant de fake news que ces dernières semaines. Et là, vous faites référence à la taxe Zuckman. Oui, mais de façon plus générale. Je vous en cite quelques-unes. Lesquelles ? J'entends dire, plus on est riche dans ce pays, moins on paye d'impôts. Fake news, c'est faux. J'entends dire, les milliardaires payent moins d'impôts que les classes moyennes, y compris en proportion de leurs revenus. C'est faux, je pourrais vous le démontrer par A plus B. C'est une fake news. J'entends dire, les entreprises sont les assistés de la République en France. Non mais ça va pas à la tête. Donc je n'ai jamais entendu autant de choses fausses que pendant cette période. Donc le Premier ministre, il doit faire des compromis. Sans doute, il va être obligé de faire des choses qui sont un peu néfastes du point de vue économique. Et je le déplore pour faire un peu plaisir à la gauche. Mais en revanche, je ne veux quand même pas entretenir le débat public dans le sens de ces fake news et vous dire, par exemple, ah oui, peut-être qu'on pourrait aller chercher un peu d'argent dans les holdings parce qu'elles ne payent pas d'impôts. Les holdings, c'est le droit des sociétés, ce sont des sociétés, elles payent des impôts comme toutes les entreprises en France, c'est-à-dire qu'elles en payent beaucoup. Il y a néanmoins des holdings, des sociétés qui peuvent mettre leurs sièges sociaux au Luxembourg, faire des montages financiers pour... Ça, c'est autre chose. C'est la question de l'optimisation fiscale, voire de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est parfaitement interdit, donc c'est pas un sujet... il faut la combattre par principe. Quant à l'optimisation fiscale, c'est un sujet international qui est pris vraiment très au sérieux par l'OCDE, avec aujourd'hui des actions, les États-Unis y participent, qui visent à harmoniser tout un tas de bases fiscales. Donc ça, c'est déjà en cours, mais ce n'est pas un sujet pour le budget 2026. Hein. Alors, je reviens sur ce que vous disiez, vous avez entendu, vous parliez de fake news. Ah oui. Qui donne ces fake news? Alors, vous ciblez qui? Gabriel Zuckman, Thomas absolument, oui, bien sûr, absolument. Des économistes comme vous? Oui, absolument. Passé par les grandes écoles? Bien plus que moi, bien plus diplômé que moi. Mais enfin, ça, vous savez, moi, j'ai pas peur de m'opposer à des consensus d'économistes, fussent-ils agrégés, ça me fait absolument... Vous savez, on a connu ça avec Didier Raoult pendant la pandémie, donc les arguments d'autorité, ça va, quoi. On les a déjà entendus. Les arguments de diplômés, oui, ça m'impressionne pas du tout, d'autant plus que... Vous faites un parallèle avec Didier Raoult? Oui, complètement, oui. Oui, je pense même que le parallèle est bon. Oui, je pense que la taxe Zuckman, c'est un peu l'hydroxychloroquine, et il en restera la même chose. D'ailleurs, c'est en train de passer en réalité, parce que, au fond, tous les gens sérieux, de gauche ou pas, savent bien que prendre 2% du capital des actionnaires des entreprises qui ont le plus réussi dans notre pays par an, c'est une folie. Personne de sérieux ne peut considérer que c'est quelque chose qui est viable. Non, donc je les cible eux, je cible ceux qui ont repris la taxe Zuckman, donc notamment, alors je ne parle pas des insoumis, parce que pour moi, ils ne font même pas partie du champ républicain, mais même une partie du... Oui, je suis désolé, je vois votre... Vous m'invitez, c'est pour dire des choses, j'imagine. Si vous voulez que je dise rien, voilà, donc si je viens, c'est pour dire ce que je pense. Mais une partie du Parti socialiste donc a repris ça. Et donc oui, ça, je persiste absolument à vous dire que ce sont des choses qui ne sont absolument pas, qui ne sont pas sérieuses et qui se feront pas. Taxe Zuckman, au passage, parfaitement, comme ça a été souvent dit d'ailleurs dans les colonnes du Figaro, est parfaitement inconstitutionnel. Néanmoins, ça a infusé. Oui, bien sûr, vous avez raison. Des impôts, des riches qui ne payent pas assez. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas envie d'entretenir ça, parce que je pense que c'est complètement faux. Juste un dernier mot, si vous m'autorisez, sur ces économistes que je cible. Vous savez, la théorie, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup la théorie et l'analyse. Oui. Mais je pense que l'économie, c'est quand même aussi le domaine du réel. Et moi, je prête aussi beaucoup d'attention à ce que disent les dirigeants d'entreprise. Vous voyez, et les dirigeants d'entreprise sur la taxe Zuckman, ils sont tous d'accord pour dire que c'est une folie, y compris d'ailleurs dans les colonnes du Figaro, mais pas que. Et grande entreprise, Bernard Arnault, des dirigeants d'entreprises qui ont eu des responsabilités syndicales importantes, comme Pierre Gattaz, des gens qui sont dans des secteurs très innovants, comme Éric Larchevêque, voilà. Mais je trouve que les entreprises, au fond, on les a entendues assez tard dans cette affaire. Oui, trop tard, absolument.
moi, je me fais parfois la réflexion avec quelques amis du débat public, on se sent parfois un peu seul, quand même, pour aller débusquer les fake news des uns et des autres. Le manque de courage, peut-être. Manque de courage, tout simplement. Oui, peut-être, la peur. Alors, mais maintenant, ils y sont. Hein. Ils y sont, ils organisent là, le 13 octobre prochain un grand événement, hein, c'est à l'Accor Arena, ce sera l'après-midi. On entend parler de 13 000 c'est ça, patrons qui seront sur place avec un message de ce qu'on sait aujourd'hui, mais demain, j'aurai un porte-parole du MEDEF qui va nous en dire un peu plus. Vous comprenez, vous, cette mobilisation des patrons ? Vous dites enfin, peut-être ? Oui, mais surtout, je voudrais qu'ils soient plus présents en matière de pédagogie pour aller expliquer sur les chaînes d'infos en continu, dans le service public, dans la presse écrite, à la radio. Comment fonctionne réellement une entreprise, c'est ça ? Exactement, le réel, exactement. Parce qu'au fond, ce qui a été fascinant quand même dans cette période de l'attaque Zucman, c'est de voir... Alors là, vous allez encore hausser les yeux. Hein, non, pas forcément. Mais l'illettrisme de certains. L'illettrisme. Pardonnez-moi de parler de personne, mais quand vous voyez le président de la commission des finances, Éric Coquerel, s'exprimer sur l'attaque Zucman et... Rappelez-nous ce qu'il a dit. Apparemment, il ne sait pas, donc il était interrogé chez vos confrères de BFM Business par Edwige Chevrillon, avec des questions extrêmement simples sur l'attaque Zucman. Que va faire une entreprise comme Mistral, qui perd beaucoup d'argent, avec des fondateurs actionnaires qui, sans doute, ont des bons salaires, mais qui ne leur permettent pas, bien évidemment, de payer l'attaque Zucman. Comment vont-ils s'en acquitter ? Bon, et là, on voit bien qu'ils ne comprenaient pas la question. Mais quand vous avez Gabriel Zucman lui-même qui dit « mais au fond, pas de problème, cet argent, cette taxe pourrait être payée en nature ». C'est-à-dire que ces entreprises, enfin ces actionnaires, ces propriétaires d'entreprises, pourront payer la taxe en transférant des actions à l'État. Alors déjà, concrètement, bien souvent, ce n'est pas possible, pour des raisons légales, pour des raisons contractuelles. Ce sont des entreprises qui ont un capital qui est illiquide, donc c'est très difficile d'évaluer ces parts, de les transférer à l'État. Qu'est-ce que l'État va en faire ? Non mais expliquez-moi ce que l'État va faire avec des actions Mistral. Donc tout ceci, en fait, je vous le dis comme je le pense, mais montre un problème de compétence. Pas simplement d'idéologie, mais de compétences. Et de culture économique. Et de culture économique concrète. C'est pour ça que j'aimerais entendre davantage les chefs d'entreprise. Quand on vous dit l'impôt, on peut le payer en nature, il suffit de transférer des actions. J'entendais aussi les mêmes expliquer que finalement, peut-être, ces actions pourraient être transférées aux salariés des entreprises aux questions. Donc vous allez demander aux salariés de Mistral de se ruiner pour acheter des actions Mistral qui peut-être demain ne vaudront plus rien. Mais ça ne va pas. Ça n'a pas de sens. Non, mais il y a un moment, je veux dire, où quand même, là, faut qu'on revienne un peu sur terre avec ces affaires-là. La justice sociale, c'est aussi le mot d'ordre de la mobilisation intersyndicale prochain. Qu'est-ce qu'il, sur quoi, comment ça peut évoluer ? Est-ce que ce mouvement peut impacter le Premier ministre et son prochain gouvernement ? Oui, mais moi je pense qu'il faut un peu resituer le débat. C'est-à-dire que la justice fiscale, je vous l'ai dit, dans notre pays, il y en a énormément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la justice sociale. Ça, personne n'en parle. Le vrai scandale, mais oui, bien sûr, le vrai scandale dans notre pays, c'est que vous avez des gens qui bossent, ils bossent 40 heures par semaine, ils font des métiers pas facile, ils ont des temps de trajet importants et à la fin du mois, ils ne peuvent pas se payer un petit resto en famille. Ou ils n'ont pas les moyens de partir une semaine en vacances. C'est le thème du travail qui ne paye pas assez. Exactement. Et là, en France, là, nous avons un vrai scandale de justice sociale. Parce que vous ne pouvez pas dire, ce qui est mon discours, il faut travailler plus, il faut partir en retraite plus tard. Et les gens, au fond... Ils bossent comme des malades, ils travaillent, et ils ne peuvent pas se payer un petit plaisir en famille à la fin du mois. Alors comment... Ça, c'est pas possible. Et là, vous avez plein de sujets à voir avec les partenaires sociaux. Vous avez le sujet de l'intéressement, vous avez le sujet de la participation, vous avez le sujet de ce qu'on appelait les primes Macron, la défiscalisation des primes, des heures supplémentaires, ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy quand il était président de la République, qui était une excellente mesure. Vous avez aussi, c'est plus technique, mais c'est très important, le fait que depuis 30 ans, on a des allègements de charges importants sur les bas salaires, c'est-à-dire qu'en réalité, nous subventionnons dans notre pays les bas salaires. Et donc, nous incitons aux bas salaires. Donc, pour les partenaires sociaux
ou pour la gauche, si elle s'intéressait vraiment au sort des travailleurs qui sont dans le besoin, je peux vous dire que vous avez des choses qui sont beaucoup plus efficaces que aller chercher des trucs sur les holdings, les dividendes. Sur la fiche de paye par exemple, des salariés, c'est par exemple, bien sûr. Cet écart qu'on a entre le salaire brut et ce qu'on notamment, bien comme sûr, salaire net. Ça, ce sont de vrais sujets, vous voyez. Et puis, comme je vous le disais, l'amélioration des services publics. Le président de la République nous avait dit, quand je crois Elisabeth Borne a été nommée Premier ministre, on va faire les 100 jours et dans 100 jours, les services publics fonctionneront mieux. Bah non, les urgences hospitalières, ça fonctionne toujours pas mieux. Et les urgences hospitalières, c'est le patrimoine de ceux qui, dans notre pays, ont les revenus les plus faibles. Et ça fonctionne pas mieux. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que vous voyez vous avez... Ça, c'est pas en taxant davantage les dividendes que les urgences hospitalières vont mieux fonctionner. Il n'y a aucun lien. Vous avez lu l'interview du Premier ministre, les contours de ce qu'il dessine du prochain budget. Il a l'air de ressembler un peu à celui esquissé par François Bayrou. Par François Bayrou, non ? Bah oui. Oui, alors avec des choses qui m'inquiètent un peu. Lesquelles ? Remettre de l'argent sur les retraites, si vous voulez. Oui, alors 6 là, milliards, 6 milliards, voilà. Je crois comprendre, même si le Premier ministre n'était pas clair, il avait raison de ne pas être clair d'ailleurs, parce que c'est aux parlementaires de travailler. Bon, là, je crois comprendre que ce sera pour des sujets de pénibilité, des choses comme ça, qui est un bon sujet, le sujet de la pénibilité. Remettre 6 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup. Je voudrais quand même rappeler qu'on cherche à économiser de l'argent. On ne cherche pas à en dépenser plus. Dépenser plus d'argent, tout le monde sait faire. Mais on cherche plutôt à en économiser. Alors, sur d'autres sujets, il veut en économiser, notamment sur le train de vie d'État, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'était trop flou. Train de vie d'État, je ne sais pas ce que ça veut dire très concrètement. Si l'idée c'est de dire on va faire des coupes sombres dans les budgets de l'État, on le fait déjà. Et en fait, l'État est pas très riche. Si vous voulez, et moi c'est mon souhait, réduire les dépenses de l'État, il faut se dire, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on arrête de faire ? Est-ce qu'on revient ? Moi, je suis très favorable sur le statut des fonctionnaires. Vous voyez, tout ça, c'est des vrais sujets. Est-ce qu'on diminue le nombre de fonctionnaires ? Moi, j'y suis favorable. Mais réduire le train de vie de l'État, si c'est un peu le fantasme des petits fours, je peux vous dire que quand vous fréquentez les ministères, vous savez que vous ne mangez pas bien. Non, mais c'est vrai. C'est pas là où il y a de l'argent. Ah non, ça je vous confirme, c'est pas là où il y a de l'argent. Et dans les préfectures, encore moins. Il n'y a plus d'argent. Vous voyez ? Donc, voilà, je demande un peu d'éclaircissement. Mais en même temps, je ne jette pas la pierre au Premier ministre. Comme je vous le disais, il est dans une situation impossible. Et sa stratégie qui consiste à être assez floue pour responsabiliser les parlementaires et pour leur dire emparez-vous des sujets, c'est une méthode. C'est ce qu'il a de mieux à faire. Merci Nicolas Bouzou d'être avec grand plaisir, toujours. nous donner votre point de vue. On vous lit chaque semaine dans l'Express, justement la tribune consacrée à laquelle vous consacrez votre sujet. C'est sur l'illettrisme économique. Vous venez d'en parler. Et puis on vous lit également votre dernier livre. C'est La civilisation de la peur aux éditions Exo, qui est toujours disponible en librairie. Merci d'avoir été avec nous.